Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir que je poste plein de rendus 3D en ce moment où j'essaye d'obtenir le résultat le plus réaliste possible. Donc j'ai essayé de faire des prises murales, des multiprises, des bouteilles, des verres. Ça, ce sont des expérimentations vers le réalisme. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les artistes 3D font pour obtenir des résultats super réalistes. Et je vais t'expliquer tous les trucs et astuces que j'ai découverts en faisant toutes ces expérimentations. Cette vidéo va être un peu longue, mais va regorger de conseils qui vont vous aider dans vos créations. Avant de commencer cette vidéo, je te demanderai de poster un petit commentaire et un petit like, ça me fait vraiment plaisir et ça aide énormément au référencement de la vidéo. Alors je compte sur vous pour m'aider. Allez, commençons tout de suite cette vidéo. La première chose quand on veut faire une image réaliste, c'est la modélisation. La modélisation, c'est tout simplement créer un objet et notre scène. Sans ça, eh bien, il n'y a rien. Quelles sont les étapes pour obtenir une modélisation réaliste? Premier conseil que j'ai à te donner, c'est bosser avec des références. Il est très important quand tu veux obtenir un résultat réaliste de travailler avec des références. Ce sont des images que tu peux trouver sur le net, mais moi je m'amuse à prendre des objets qui se trouvent autour de moi, comme par exemple cette multiprise. Je l'ai pris en photo dans tous les angles et en général il faut utiliser une focale qui déforme pas. Donc entre 50 et 80 mm, c'est super. Comme ça va te donner une base pour ensuite sur l'ordinateur pouvoir construire ton objet. Petite parenthèse, j'utilise un logiciel très connu qui s'appelle PureRef qui me permet de balancer toutes mes images et de les avoir dans une petite fenêtre ici. Je te mets tous les liens dans la description, encore une fois, de tout ce que je vais t'apporter dans cette vidéo. Ensuite, il existe différents types de modélisation. Pour des objets comme celui que tu vois là, on utilise en général ce qu'on appelle le hard surface. Le hard surface, c'est tout simplement partir d'une primitive, que ça soit un cylindre, un cube, une sphère, et d'étirer ses vertex, ses côtés et ses faces pour donner vie à votre objet. Et ce qu'on recherche en faisant ça, c'est d'obtenir un maillage vraiment carré. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle des n-gons, ça veut dire des faces avec plus de 4 sommets, ou alors des triangles. Et pourquoi on veut avoir vraiment un maillage propre? Eh bien je t'explique ça juste après. Ça c'est une manière quand même longue et fastidieuse et moi je m'y mets à peine maintenant. Donc je suis pas du tout un pro de la modélisation et je fais ce que je peux pour obtenir quelque chose de propre, mais j'apprends au jour le jour. Mais il existe aussi des modélisations comme les booléens. J'ai très souvent utilisé ça dans mes réalisations. C'est une manière de modéliser où on va prendre deux objets et en fait en les rapprochant on va pouvoir les soustraire. Et tout ça se fait d'une manière automatique. Seul problème c'est que notre maillage va être explosé. Alors soit il faut retravailler notre maillage ou soit tu le fais comme ça mais c'est pas très optimisé, mais encore une fois je t'en parlerai pour la suite. Donc en fonction de tes besoins, tu vas pouvoir utiliser telle ou telle méthode. Par exemple, si on veut animer un objet qui est composé d'un maillage propre, eh bien on va pouvoir le déformer. Comme tu peux le voir ici, on peut déformer cette forme facilement parce que son maillage est propre. Si on utilise des booléens et qu'on veut déformer ça pour par exemple une animation, eh bien on peut voir que c'est pas possible, c'est très moche. Donc encore une fois, l'utilisation de telle ou telle technique est importante en fonction de ce que tu veux faire toi. Ensuite, en 3D, on essaye d'avoir toutes les petites arêtes qui sont au contour de nos objets avec un léger bevel pour que ça soit légèrement arrondi. Et ça, à la lumière, ça va nous permettre de vraiment avoir cette espèce de brillance qu'il y a sur les bords parfois, alors qu'une arête vraiment à 90 degrés, eh bien c'est pas beau. Avoir un léger arrondi va nous permettre de vraiment capturer la lumière à certains endroits. D'ailleurs, c'est très important de faire attention à l'échelle qu'a notre objet, parce que tout dépend de l'échelle, il y aura plus ou moins de bevel. Donc il faut faire attention à nos références encore une fois et se baser là-dessus pour voir eh bien l'arrondi des angles. Donc ça, c'était pour la modélisation. C'est un univers très vaste, mais je te fais vraiment un condensé d'informations. Passons ensuite à une étape très importante, les textures. Déjà, pour faire des textures, il faut faire les UV de notre modèle 3D. Les UV, c'est quoi? Eh bien, pour faire simple, c'est comme si tu prenais ce cube et que tu le dépliais. Ça veut dire que ce sont les coordonnées de texture de notre objet mises à plat. Ça va nous permettre d'avoir des textures qui ne sont pas étirées, par exemple, et de pouvoir peindre à certains endroits. Voici un comparatif d'un objet qui a des UV et qui n'en a pas. Les UV se font en sélectionnant des edges qui vont être découpés par la suite pour être posés à plat. Donc c'est toute une logique et une dynamique qu'il faut avoir en se disant ok, donc comment on peut faire pour que là le cut se passe bien et dans l'angle de la caméra par exemple, comment ça peut bien passer. C'est un petit casse-tête les UV, vraiment. Ensuite, il y a différents types de shaders. Un shader, c'est ce qu'on va mettre sur notre objet 3D et notre shader peut être composé de textures. Comme tu peux voir, dans un shader, il y a la diffuse, la normale, la displacement, la métallique. Il y a plein d'informations que tu vas pouvoir donner à notre objet. Donc la diffuse, ça sert pour la color, la normale pour créer un faux relief, la roughness, c'est la rugosité de notre matériel. Et donc on va pouvoir plug par exemple des textures, que ça soit du bruit ou même des textures réelles, mais ça je t'en parle après. Donc il existe plusieurs types de textures. Il y a la texture procédurale où on va utiliser, comme je te l'ai dit, des noise. Ce sont des bruits où on va pouvoir les travailler pour obtenir telle et telle texture. Et ensuite, avec nos nodes, on va pouvoir créer par exemple des nodes de dirt pour rajouter des séparations de textures à certains endroits de notre géométrie. Mais là encore une fois,
on va dans un sujet qui est très vaste. Et ensuite, il y a les textures où on va pouvoir peindre dessus, où on va pouvoir travailler nos textures d'une manière beaucoup plus concrète. Alors c'est parti, je vais t'expliquer cette méthode. Donc avant que je t'explique comment créer nos textures dans Substance Painter, je vais t'expliquer ce qu'il y a de très important dans nos shaders. Ce sont les imperfections. Les imperfections, ce sont des maps comme celle-ci ou celle-là, ce sont des images, et tu vas pouvoir les rajouter par exemple dans la normale, dans la bump ou dans la roughness pour créer donc des imperfections. Dans la vraie vie, rien n'est parfait. Il y a parfois des écorchures, il y a parfois des espèces de taches, de brûlures. En fonction de l'objet, il y a plein de choses qui peuvent se passer dessus. Grâce aux imperfections, on va pouvoir par exemple transformer cette espèce de plaque de verre en ça. Donc tu vois qu'on gagne beaucoup plus de réalisme, on sent qu'il y a eu de la vie, qu'il y a quelqu'un qui a touché ce verre. Donc c'est ça les imperfections, et ça ne pas oublier du tout. Votre 3D sera plus parfaite si vous la rendez moins parfaite. Maintenant passons à Substance Painter. Substance Painter est un logiciel très souvent utilisé dans les jeux vidéo. C'est un logiciel très facile d'utilisation qui fonctionne un petit peu comme Photoshop. D'ailleurs, ils sont fait racheter par Adobe. Et Substance Painter va nous permettre de créer nous-mêmes nos textures de notre shader. Donc la color, la roughness, la métallique, la displacement. Et comme tu me vois travailler là à l'écran, je suis en train de créer mes textures petit à petit pour avoir des effets un petit peu abîmés par exemple dans les endroits creux, pour créer des espèces de variations de couleurs. Tous les paramètres physiques qui vont nous permettre ensuite d'avoir un objet réaliste. Donc je te laisse aller découvrir aussi un petit peu sur le net Substance Painter. Vraiment quand tu vas commencer à y toucher, tu vas tomber amoureux de ce logiciel. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une catégorie qui est pour moi très importante. Je l'ai appelée le monde petit du détail. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les objets sont sales. Tous les objets autour de vous sont sales d'une manière ou d'une autre. Il y a la vie, il y a des gens qui passent, qui bougent de la poussière, donc ça fait vraiment de la vie sur votre objet. Même si tu penses avoir nettoyé il y a une semaine, en une semaine, votre objet va comporter des petites poussières, des petits cheveux, des petits poils. Donc ce sont des détails auxquels il faut penser. Et si toi tu te dis non, chez moi c'est propre, c'est n'importe quoi, c'est faux. Prends un objectif 100 mm ou prends un objet et regarde-le de très près. Tu vas voir ce qu'il y a dessus. Il y a vraiment des petites imperfections, de la poussière, alors que tu pensais que c'était propre chez toi. Mais en fait, pas du tout. Voilà pourquoi, au fil de mes expérimentations, j'ai eu une technique pour rajouter ces petits poils. Personnellement, j'utilise Cinema 4D comme logiciel de 3D, mais ça s'applique à tous les logiciels. J'ai utilisé le système de R qui me permet de simuler de base des cheveux, mais en réduisant la taille et en bougeant les paramètres comme par exemple de frisottis dans le cheveu, de curl, de bend, d'épaisseur aussi, et de variations dans toutes les tailles, comme tu peux le voir ici tous mes réglages, je vais pouvoir obtenir quelque chose vraiment de poussière ou de cheveux. Donc je vais créer plusieurs instances de cheveux pour en avoir des plus ou moins longs pour obtenir vraiment des variations dans mes imperfections. Mais ces poils, il faut faire très attention et ne pas en mettre partout et de bien comprendre l'intérêt d'en rajouter à certains endroits. Prenons par exemple cette prise. Maintenant que je regarde cette image plusieurs semaines après l'avoir réalisée, je peux voir que les endroits où j'ai placé la poussière sont réels, je m'étais basé sur une référence, mais par contre il y en a beaucoup trop et ça fait trop sale. Donc faites attention à ne pas tomber non plus dans l'excès. Pour sélectionner des zones, il faut tout simplement réfléchir à comment est tourné votre objet et quelles seraient les interactions qu'il y a de votre environnement sur cet objet. Si par exemple je me rase, eh bien il peut y avoir des poils qui tombent à l'intérieur donc de cette prise ou au-dessus. En sélectionnant des polygones où je veux qu'il y ait des poils, je peux ensuite les attribuer où poussent donc mes poils. Mais ensuite aussi je peux rajouter un noise dans mon growth, à l'endroit où ça pousse. Ça me permet d'obtenir vraiment quelque chose de moins uniforme, d'avoir plus de variation dans toutes ces petites saletés. Car il n'y a pas juste la poussière qui fait... Ça vit, ça tombe pas au même endroit. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, parlons d'une étape très importante, c'est l'éclairage. Quels sont les différents types d'éclairage? En 3D, il y a ce qu'on appelle des area light. Les area light, ce sont tout simplement, comme ce qui est en face de moi, des panneaux LED en quelque sorte. Ça envoie une lumière fixe, directe, froide ou chaude ou en couleur devant nous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi les IES. Les IES, ce sont des lumières qui ont en fait un fichier exprès à l'intérieur de distribution qui s'appelle le IES. Et comme tu peux le voir, en mettant tel ou tel IES, on peut obtenir différents types d'éclairage. Donc ça peut être aussi une super bonne idée pour éclairer certains sujets. Mais l'objet clé pour obtenir un résultat super réaliste, ce sont les panoramas HDRI. T'en parle très souvent dans mes vidéos, mais les panoramas HDRI, ce sont des espèces de panoramas 360 avec une grosse plage dynamique de couleurs et de luminosité. Pour capturer facilement ce genre d'image, on peut utiliser des caméras 360 comme celle-ci, la Insta360 One X2, que je me sers au quotidien pour créer mes panoramas HDRI. Et ensuite, le fichier qui est généré de cette caméra, on va l'importer dans notre logiciel de 3D pour dire, eh bien, ma scène, je veux qu'elle soit éclairée grâce à ce panorama. Et comme il y a une grosse dynamique de couleurs et de luminosité, on va récupérer beaucoup de réflexions, mais aussi les endroits où il y a de la lumière. Et en faisant ça, on va vraiment obtenir un résultat très réaliste. On pourrait faire ça avec des real light, mais ça serait tellement long,
tellement long, il nous faudrait beaucoup de lumière, il faudrait une réflexion très longue, mais avec un panorama, eh bien c'est presque automatique, et ça c'est cool. Mais il ne suffit pas de le balancer notre panorama et que ce soit réaliste. Il faut comprendre un petit peu comment nos yeux ou une caméra fonctionnent réellement. Une caméra, si on est dans un endroit sombre, on va essayer d'augmenter les ISO et ouvrir l'objectif. Ça peut créer une bonne luminosité sur notre sujet qui est dans l'ombre, mais par contre derrière ça peut être cramé. Pour avoir un résultat réaliste, il ne faut pas avoir peur de cramer les hautes lumières ou les ombres. Crois-moi, au premier abord ça peut faire très peur d'avoir des endroits cramés dans une image, mais en fait pas du tout. C'est ce qui va donner vraiment ce réalisme à ton image. Ensuite, quelque chose de compliqué, ça va être de donner à notre image un look basique, comme si c'était juste un objet posé comme ça, mais qui soit quand même esthétique à regarder. Nous sommes des artistes, on crée des images, mais là on essaie de faire du réalisme, donc il faut arriver à convaincre les gens que c'est réel, mais il ne faut pas non plus que l'image soit moche. Et ça c'est très compliqué à gérer, parce qu'en général quand tu prends un verre d'eau, bon c'est un verre d'eau. Il faut faire attention aux teintes de couleurs qu'on donne à notre image, que ça soit pas trop contrasté. En général une image réaliste est un petit peu fade, pas trop de traitement. Moi, mes rendus 3D tels que tu les vois là n'ont aucun traitement, il n'y a pas de correction colorimétrique, ça sort brut. Ensuite, il faut faire attention aussi à la focale qu'on utilise sur nos objets. La focale, ce sont tout simplement les objectifs qu'il y a sur nos appareils photo. Là, par exemple, j'utilise un 35 mm, mais il y a aussi 100 mm qui va écraser nos perspectives pour vraiment avoir quelque chose de presque téléobjectif. On va pouvoir vraiment avoir un zoom immense dessus. Donc en fonction de la taille de l'objet et de la logique à laquelle on pourrait le prendre avec un vrai appareil photo, il va falloir adapter donc nos millimètres de caméra pour obtenir telle ou telle focale. Ensuite, la dernière étape, une fois qu'on a fait le rendu 3D, c'est ce que j'appelle la dégradation. Une image, quand elle sort d'un moteur rendu 3D, elle est presque parfaite. C'est une image générée par un ordinateur, donc forcément, tout est logique, tout est calculé, tout est mathématique. Le réel est fait de défauts. Il y a des défauts absolument partout. Et on va devoir recréer ces défauts-là. Quand on prend une photo, par exemple, il va y avoir plusieurs facteurs physiques à notre image, comme par exemple du grain. Le grain, quand on prend une photo avec un ISO élevé, eh bien, naturellement, il va y avoir du grain. C'est la sensibilité du capteur à la lumière. C'est comme ça que ça marche. Eh bien, on va devoir rajouter du grain. Donc moi, j'utilise le grain d'After Effects qui est vraiment super complet. On va pouvoir régler son intensité, son échelle, son flou, sa saturation. Tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte pour avoir un grain mucho gusto, et je le dis calmement. Ensuite, il y a aussi l'aberration chromatique. Sur un objectif de caméra, une lentille, la lentille est bombée. C'est plusieurs superpositions de couches de verre. Et sur les bords, comme c'est bombé, il peut y avoir, sur certains objectifs, certains de très bonne qualité non, mais certains ont de l'aberration chromatique. Ce sont la séparation des couches RGB. Red, Green, Blue, RVB, rouge, vert, bleu, voilà. Et ce petit truc, si on le met très faible, pas la peine d'en abuser, il ne faut pas en abuser de tout ça. Ce sont des choses très légères, mais qui, quand on le regarde, eh bien ça fait... C'est réel ça? Non, c'est pas réel. Il peut y avoir d'autres trucs aussi, comme par exemple le vignettage, qui fonctionne à peu près pareil que l'aberration chromatique, c'est dû à la lentille qui est bombée. Mais il peut y avoir aussi la faible profondeur de champ, donc ça, on peut le gérer avec une passe de Z-Depth. C'est une passe qu'on exporte de notre logiciel de 3D pour avoir les informations de profondeur. C'est comme s'il y avait un rayon laser qui était tiré de notre caméra vers notre objet, et en fonction de la distance, il va appliquer sur tous nos plans une valeur de gris. Et nous, grâce à ces valeurs différentes de gris, on va pouvoir donner un effet de faible ou forte profondeur de champ. C'est ce qui va nous permettre de créer donc l'effet bokeh, Bill Bokeh. Donc encore une fois, ce sont des paramètres à jauger. Par exemple, une caméra, si ça ouvre à 1.4, bon, il faut savoir pourquoi ça ouvre à 1.4, pourquoi on l'utilise dans cette situation-là. On ne peut pas foutre du bokeh partout, même si j'adore ça et c'est très joli. Quand on veut faire un rendu réaliste, il faut vraiment avoir tous ces paramètres-là en tête. Et maintenant, dernier chapitre, conseil de fin. Il faut prendre du recul sur sa création. Quand on fait du réalisme ou de la 3D, on est beaucoup focus sur son travail et on prend rarement du recul. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre une pause. Allez marcher, faites autre chose, des courses peut-être. Mais ne rushez pas vos images, il faut prendre le temps et renouveler son regard sur son travail. Moi, mon travail, c'est de sortir des images tout le temps, très rapidement. Donc il y a énormément de défauts. Et je m'en rends compte quand je regarde mon Instagram et que je regarde mes anciennes créations, je dis mais ça va pas là, pourquoi t'as fait ça, c'est moche. Mais sur le moment, pour moi, c'était nickel. Je voyais pas ce que j'aurais pu faire de plus. Donc c'est très important de soit prendre le temps de partir, demandez l'avis à quelqu'un d'autre aussi, ça peut vous aider à avoir un regard neuf qui n'est pas le vôtre, peut énormément vous aider dans la réalisation de votre image. Il y a des personnes qui vont vous donner de très bons conseils, mais d'autres pas vraiment. J'en ai fait l'expérience moi. Ensuite, apprenez à regarder. C'est très important de vraiment regarder un objet, pas juste alors ouais, ok, et comme ça la souris là, ouais, ok. Non, il faut vraiment prendre le temps de regarder et de comprendre comment la matière interagit à la lumière, les imperfections, les reflets de lumière. Vos yeux sont votre meilleur outil. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est tenez-vous prêts, c'est presque impossible de réaliser une image 100% fidèle à la réalité. Il y aura presque tout le temps quelque chose qui va vous trahir. Même à Hollywood, il y a, si on prend le temps,
des choses qui peuvent trahir dans une image. À l'heure actuelle, la 3D est devenue quelque chose de très avancé. On peut avoir des résultats de fou, mais ce qui pour moi va passer les images qu'on a aujourd'hui vers un autre niveau, c'est l'intelligence artificielle et comment une machine va pouvoir apporter ce parfait à une image qui se veut déjà parfaite. Donc n'ayez pas peur, votre image ne sera sans doute pas parfaite, les miennes ne le sont pas du tout, mais soyez juste content de ce que vous allez créer, essayez d'être observateur, de prendre le temps, d'être créatif et surtout de s'amuser. Et c'est sur ces petits mots qu'on finit cette vidéo. J'avais vraiment envie de prendre le temps, moi tel que je le vois dans l'objectif, là on est à 30 minutes de record, mais je voulais vraiment point par point vous expliquer ce que j'avais trouvé dans mes recherches du photoréalisme. Il va y avoir plusieurs séries de vidéos comme ça où je vais prendre le temps de bien expliquer la 3D, les effets visuels, parce que la chaîne va prendre un petit tournant où je vais explorer les choses d'une autre manière maintenant et essayer de me bouger un petit peu plus. Donc les choses vont devenir moins didactiques mais beaucoup plus fun à regarder et pour un plus grand nombre. Donc profitez pour les personnes qui veulent vraiment des informations. Les prochaines vidéos qui vont arriver vont être riches en ça et j'espère qu'elles vont vous apporter beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, vraiment ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à aller me rejoindre sur Twitch, je fais des streams presque tous les soirs maintenant où j'explique la 3D. On y passe des heures parfois et peut-être que tu apprendras aussi des choses là-bas. En attendant, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.